bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Coproduit avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché, organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème, prestataires comme commerçants. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous recevons Julien Khaled, cofondateur de Made.com. Julien concentre aujourd'hui ses activités dans le conseil stratégique auprès des grands noms du retail et également en tant qu'investisseur. Nous allons échanger avec lui, bien sûr, sur son parcours dans la célèbre DNVB de l'ameublement et de la décoration, mais surtout discuter des enjeux et des perspectives marché du retail en France. Nous allons aborder 3 grands thèmes. Le premier, en quoi le comportement des consommateurs a-t-il évolué post-Covid ? Ensuite, comment les retailers s'adaptent et continuent à s'adapter ? Et enfin, comment les annonceurs peuvent-ils prendre la parole dans le contexte actuel ? Alors bonjour Julien, ravi de te recevoir sur les Digital Doers. Avant qu'on ne commence notre conversation, est-ce que tu peux nous rappeler un peu plus en détail qui tu es ? J'ai très rapidement introduit des éléments de ton parcours, mais je pense que tu peux aller un peu plus loin. Bonjour Cyril et bonjour à tous. Évidemment, Julien, comme mon nom l'indique, je suis français. Moi, ça fait 10 ans que je suis à Londres, où j'ai lancé avec mes associés la plateforme de mobilier et de déco design Made.com, plateforme et marque à part entière. On a démarré à 3 en janvier 2010 et on a beaucoup évolué depuis, vu que le groupe fait maintenant 550 personnes et commercialise dans 9 pays pour un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros. Avant de faire Made, t'as commencé, t'as un profil quoi, ingénieur, commercial, c'est quoi ton Alors moi j'ai le parcours le plus basique du monde. J'ai fait une école de commerce. Après ça, alors en fait non, il n'est pas si basique. J'ai fait une école de commerce. Mon premier boulot derrière a été de bosser pour un petit fonds d'investissement à l'époque où tu n'avais pas de fonds de VC, tu avais majoritairement des fonds si tu avais des fonds de VC, mais plutôt sur de la tech et de la biotech. On est en quelle année là, Julien ? On est en quelle année, On est en Julien ? 2000, moi je termine en 2006. Ouais. Je vais bosser 2 ans dans un petit fonds qui avait racheté une société qui faisait du mobilier, un grossiste de meubles, grossiste importateur, qu'il avait mergé avec une boîte qui a racheté au moment où je suis arrivé à la barre du tribunal, sur 2 modèles de distribution un peu différents, qui ont tenté de merger les deux, l'une ayant été rachetée en LBO et l'autre à la barre du tribunal. Ça s'est moyennement bien passé, mais moi j'ai beaucoup appris sur l'univers du meuble à ce moment-là. J'y suis resté 2 ans. Je suis parti pour à l'époque soit monter mon business que j'ai pas fait tout de suite, soit rejoindre un fonds. Et j'ai rejoint un fonds, mais un fonds qui investissait dans les entrepreneurs, donc un fonds en small cap, qui faisait de l'investissement en croissance et en reprise d'entreprise. J'y suis resté 2 ans, puis on a décidé avec Ning, Chloé et Brent Oberman qui nous accompagnaient, de lancer Made.com à Londres. D'accord, donc là tu lances, tu as fait tes classes dans le métier du meuble, finalement tu apprends un petit peu au travers de cette première expérience le métier du meuble et tu lances Made quelques temps plus tard. On est en quelle année quand tu lances Made ? En 2010, 2011 ? On est où ? Alors on a lancé, je vais déjà revenir sur ton premier point, c'est exactement ça. On a eu la chance, et c'est très important je pense, si on parle, on va avoir des retailers peut-être qui écoutent, puis on aura sûrement des gens qui lancent leur business ou qui ont envie de le lancer. Moi, j'aime beaucoup les speeches où on vous explique qu'on peut avoir une idée, partir de rien et lancer un business. Je trouve qu'il y a une autre chose qui est importante à savoir, c'est que dans certains métiers qui sont un peu plus compliqués, le mobilier est un métier un peu compliqué comme beaucoup, vous avez une énorme valeur ajoutée à connaître votre métier. Et moi, j'ai eu la chance, et on a eu la chance parce que mes associés avaient fait de même de leur côté,
de faire nos classes et de faire nos conneries, pour parler poliment, chez les autres. D'apprendre, d'aller au charbon, de visiter des usines, 4 usines par jour, de prendre des avions, de comprendre comment à l'époque une PME fonctionne, et au final une startup c'est une PME en encore moins organisée et en moins stable. Et donc j'ai fait tout ça, et effectivement on s'est tapé dans la main pour lancer Made en décembre 2009. Moi j'ai quitté mon boulot, il me restait les jours de congé avant de partir. Et pendant mes derniers jours de congé, avant de le quitter officiellement, on a commencé à aller bosser sur le modèle et visiter les prestataires et commencer à screener quels designers avec lesquels on avait envie de travailler. Et on a démarré. Moi, j'ai pris mon Eurostar le 2 février 2010. Ouais, donc ça fait à Londres. ça fait 10 ans. Ouais. Et finalement, cette première expérience dans le métier du meuble, c'est ce qui, et dis-moi si tu partages ce point de vue, c'est ce qui permet, quand vous lancez Made, de savoir correctement exécuter les opérations. Parce qu'avoir une idée, c'est un peu sympa, disruptive, c'est bien, mais enfin, si elle n'est pas correctement exécutée, elle ne fonctionne pas. Si Made est à la taille que tu nous annonces aujourd'hui, c'est-à-dire quelque part présent dans 9 pays, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est probablement parce que l'exécution est à la hauteur. Ouais, ça c'est évident. C'est évident. Après, il y a plein de choses dans ce que tu racontes. Je vais commencer par la fin pour ne pas l'oublier. Dans la qualité d'exécution d'une croissance comme celle-là, à une taille comme celle-là, tu as quand même plusieurs types de qualité d'exécution. Parce que si on n'y revient pas, tu as quand même plusieurs phases dans le développement d'un projet qui part d'une startup et d'une idée, du lancement d'un produit, à tes premières livraisons, et à monter une boîte qui va faire autant, on va dire autant d'employés. Je préfère parler en termes d'employés et puis de volume vendu que de chiffres. Je trouve que ça fait plus de sens. Les phases ne sont pas les mêmes. Et autant au début, c'est une exécution, connaître son métier, bosser dans le détail, avoir connu le métier du meuble derrière, autant aujourd'hui, c'est aussi une question de qualité d'exécution. Aujourd'hui, c'est surtout une question de qualité d'équipe. Et on a une énorme chance, c'est qu'on a été accompagnés assez rapidement, et puis ça s'est renforcé au fur et à mesure par une équipe de management hyper solide, qui à mon avis avait 2 grosses qualités. L'une qui est de connaître certaines facettes du métier extrêmement bien, et l'autre d'avoir une qualité d'adaptation à des nouveaux modèles hyper importante, parce que l'avantage quand on connaît son métier, c'est qu'on est expert. Le désavantage, c'est qu'on connaît une façon de l'opérer. Et quand on lance une nouvelle façon d'opérer sur un marché, c'est différent. Et sur Made, sur la capacité d'exécution, il y a 2 choses au départ, en tout cas à l'origine. Je pense qu'il y a tout ce on ne s'est pas planté, on a pris des bons virages. Quand on a fait des bêtises, on a pris des bonnes décisions. Et puis après, on a eu un mix de connaissances du métier lui-même. La grosse chose qu'on avait, et n'oublions pas, alors on est une plateforme, on est une boîte en très forte croissance, mais on est aussi une marque. On est une marque et on est un fabricant, développeur, sourceur, qui fait de la supply en mobilier. Et là où on a innové beaucoup, c'est notamment sur tout ce qui est développement produit, et notamment sur ce qui est sur supply, dynamique de supply. Donc ça, on l'avait. Ça, on savait comment ça fonctionnait une usine. Et donc tu évites la plupart des bêtises que tu vas faire au début si tu n'as jamais sourcé du produit, si tu n'as jamais essayé de développer un meuble, si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Après, il y a une grosse partie du métier qu'on a appris sur le terrain. J'avais jamais de ma vie bossé avec des logisticiens, j'avais jamais bossé avec des livreurs, on n'avait jamais monté un service client, je connaissais pas Zendesk, on n'avait jamais monté un ERP, et tu as une grosse partie du boulot que tu apprends sur le tas, une partie par toi-même, puis une partie avec des gens que tu embauches pour t'aider à tout concevoir. Ça a été pour toi et pour tes associés, tu te souviens, sur les 10 dernières années, finalement, un moment qui est révélateur de l'expérience que vous avez vécue, un moment d'entrepreneur un peu touchy, je sais pas, au moment des levées de fonds, au moment des premières commandes, au moment ou alors ça a été... Est-ce qu'il y a eu un moment? Non, il y en a eu plusieurs, ça j'imagine bien, mais est-ce qu'il y en a un ou deux que tu peux nous partager, qui illustrent un petit peu l'histoire que tu nous racontes? Je vais t'en donner des biens et des pleins, et des biens et des pas biens.
Déjà, le plus gros moment, c'est quand tu décides de te lancer. C'est quand tu quittes ton boulot et tu dis, écoute, j'ai toujours voulu monter, enfin, depuis quelques années, j'ai voulu monter ma boîte, mais ça, c'est le projet que je vais choisir. Et voilà les raisons pour lesquelles j'y vais. Et voilà avec qui j'y vais. Et c'est un peu, lancer un business, c'est un peu comme un mariage. Hein. Tu connais les gens, mais tu te commites sur le fait que ça va fonctionner. On a eu de la chance à la fois en termes d'associés, que ce soit les trois associés exec et puis notre non-exec, et puis en termes d'investisseurs. Et puis on a eu de la chance sur la suite. Derrière, la vie n'est pas toujours rose. Tu as beau, c'est incroyable. Les moments incroyables, c'est quand c'est même pas quand tu lances ton site, je trouve. C'est quand tu lances tes premiers produits. Je pense que c'est le plus important. Parce qu'on va se rappeler de tout. Je pense qu'on se rappellera de tous les noms de nos premiers produits pendant un moment. Tes premières commandes, les premiers clients que tu vas googler et checker sur LinkedIn et Facebook pour savoir qui c'est parce qu'ils sont importants. Enfin, ceux que tu connais pas parce que c'est pas ta famille. Très rapidement, on a eu des difficultés, comme tout le monde. On a beau avoir eu la chance de se rendre compte que notre plus grand pari était de savoir si des gens étaient capables de commander du mobilier différenciant, de qualité, original, design, comme on peut le dire aujourd'hui, à un prix hyper abordable, sans nous connaître, avec un délai de livraison qui était assez long à l'époque, encore plus long. Ça s'est passé. On s'est rendu compte que les gens achetaient. Et puis très rapidement, quand tu parles des moments difficiles, c'est notre première livraison de produits, on a galéré. Moi, j'ai eu des clients, j'étais à l'aéroport à Londres, j'allais partir en Asie pour un voyage de 15 jours. J'avais une cliente au téléphone qui m'expliquait que sa lampe était en retard et qu'il fallait que j'y aille et que je la ramène avec moi dans mon sac et qui ne voulait pas raccrocher. Et c'est toujours très compliqué, surtout quand on a des demandes comme ça. Donc, on essaie de s'en sortir, mais ça, c'est des moments qui sont assez compliqués. Notre première livraison de produits s'est perdue dans la nature parce que j'ai moi-même collé les mauvaises étiquettes au moment de les faire partir chez le transporteur. Tes premières livraisons se passent aussi, enfin, tu as souvent des problèmes de qualité. Quand ça tombe mal, ça tombe toujours chez tes amis. Mais en parallèle, ça, c'est toujours compliqué. Sauf que tu vois, quand tu montes ta boîte, tu es tellement émotionnel, tu es tellement dans le jus que tu vois, je trouve que tu veux que tout soit tellement parfait que dès que ça se passe mal, t'en fais une montagne. Alors, ce qu'il faut, c'est en faire une montagne dans le sens où il faut essayer de le résoudre, mais il faut arriver à passer outre. Et tu te rends compte assez rapidement que oui, tu as eu un problème de livraison, mais en fait, tu as eu un problème de livraison hier, alors que tu as livré 100 produits. Et donc 1%, c'est pas grand-chose. Bon, ouais. Non, mais on a eu des soucis comme ça. Après, tu as plein de victoires. Et la plus belle victoire, c'est pas vraiment quand on te parle de ta marque, parce que ça, si tu as un minimum d'humilité, tu t'évites de rappeler que c'est toi. Mais c'est quand tu arrives chez quelqu'un que tu vois le produit que tu as toi-même développé, tu as sourcé le designer qui l'a fait, tu l'as développé en usine, tu as fait en sorte qu'il soit vendu, et tu tombes là-dessus chez les gens. Le jour où on s'est rendu compte que dans toutes les rues de Londres, ça c'était au bout de 3 ans de business, à peine je pense, on avait au moins un client dans chaque rue de Londres. Ça c'est top. Et le jour où tu te dis... ouais, c'est important de rappeler que finalement votre marché domestique, hein, c'est le UK. C'est le UK. C'est ouais. ça. Et notre après... marché domestique, c'est le UK. On s'est lancé à Londres en 2010, en France en 2013, Pays-Bas en 2014, en Allemagne en 2015, entre-temps dans quelques marchés satellites. Et alors, Made, bon, je pense que tout le monde aujourd'hui connaît la marque. C'est un succès. Mais aujourd'hui, Julien, tu es moins opérationnel chez Made. Je le disais en introduction, tu portes du conseil auprès des stratégiques, auprès des grands noms du retail, et puis tu es un investisseur. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cette activité ? Ouais, avec plaisir. Alors, j'investis pas énormément, déjà premièrement, parce que je préfère développer des choses et aider les gens que d'investir dans leur business, pour être très franc. Et alors, moi, j'ai quitté mon rôle opérationnel chez Made en 2017. Et aujourd'hui, j'accompagne en fait 3 types de structures. Premièrement, on va dire ce qu'on appelle des scale-up. Des scale-up dans leur processus de croissance, que ce soit pour aller chercher la croissance ou alors gérer la croissance. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile, en tout cas, beaucoup plus facile à vivre, de lancer un business et de commencer à vendre des produits que d'arriver à faire croître votre modèle.
Et quand ça croît, l'un des gros problèmes que vous avez et que la plupart des sociétés auxquelles la plupart des sociétés se retrouvent confrontées, et puis nous on l'a eu, c'est la gestion de la croissance. Quand on croît trop vite, c'est très compliqué. J'accompagne aussi des investisseurs et des VC sur tout ce qui est dossier d'acquisition, et puis effectivement des corporates comme Decathlon que j'avais au téléphone juste avant, comme Leroy Merlin, Beneteau ou l'Occitane, sur tous leurs sujets de digitalisation et de transformation de business model, notamment autour du passage des métiers de vendeur de produits à vendeur de produits à grosse valeur ajoutée et de vendeur de produits à provider de services. Provider de services en termes de croissance durable et en termes de communauté. Ce sont des gros sujets, pas uniquement du retail, mais qui sont des gros sujets qui sont mis de plus en plus en exergue et qui sont accélérés aujourd'hui avant la crise du coronavirus, et encore plus depuis quelques mois. C'est une super passerelle pour arriver finalement sur le premier thème qu'on a évoqué pour discuter. C'est celui justement le consommateur, et je crois qu'il est important de revenir sur cet aspect fondamental. Le marché, il existe parce qu'il y a des consommateurs. Le consommateur post-Covid n'est plus tout à fait le même que celui d'avant. Ses besoins, en quelque sorte, ont évolué. Ses habitudes de consommation ont un petit peu changé. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qui est conjoncturel? Qu'est-ce qui va perdurer? Selon toi, Julien, comment ce marché, finalement, le consommateur, se comporte aujourd'hui? Alors, le consommateur se comporte aujourd'hui un peu plus comme il se comportait hier. Je crois que c'est une façon de le dire. Et je pense que c'est la réponse, cependant, que tu auras de beaucoup de gens, surtout quand tu parles au groupe eux-mêmes. Je pense que le coronavirus a agi, il n'a rien révolutionné. On a eu des pics en termes de volume, d'utilisation de certains services, de valorisation de certaines boîtes qui vont se stabiliser un minimum. Mais il a majoritairement, cette période de lockdown en plus du coronavirus, je pense que c'est surtout le lockdown qui a joué, a agi comme un accélérateur de tendance. Et les tendances, elles étaient là. Mais aujourd'hui, on est encore plus dans le plus de qualité. Moi, c'est la façon dont je le vois, c'est plus de qualité, plus de services, plus de contenu, plus de durable, plus de local. Les tendances du travail à domicile commençaient de toute façon à émerger. Ça dépend des cultures. Dans certaines cultures et dans certaines géographies, tout simplement parce que ça fitait encore mieux les comment on appelle ça, les rythmes de vie. Dans une culture ou un pays comme la France ou l'Angleterre, plus par contrainte et prix de l'immobilier, loyer de centre-ville, plus par contrainte que par habitude. Je pense qu'il était compliqué quand même à une époque d'expliquer à des Français qu'il fallait faire bosser leur équipe 2 jours par semaine à domicile. C'est assez contre-culturel. Mais tout ça s'est accéléré. Et ça va revenir. Tout le monde va pas la jouer à la Twitter ou à la Facebook et proposer à ses employés de ne jamais revenir au bureau, parce que c'est d'ailleurs pas une demande des gens. Non. Mais je pense que ça accélérera la tendance, ça a accéléré l'adoption. Ça a accéléré l'adoption du e-commerce. J'ai oublié celui-là. Le e-commerce aujourd'hui est en énorme boom sur certains secteurs, sur les secteurs qui sont encore en demande, qui étaient encore en demande. Et oui, ça va se stabiliser. La perte du e-commerce va baisser un minimum. Cependant, il y aura évidemment beaucoup plus de gens qui auront tout d'un coup pris l'habitude de faire leurs courses de nourriture sur Internet. Ouais, justement, sur les habitudes de consommation. Revenons 2 secondes sur ces habitudes de consommation. On a vu finalement, et je m'inscris complètement, je suis complètement aligné avec toi quand tu dis que finalement, le confinement a joué un rôle d'accélérateur de tendance qui était structurellement déjà présente. Le Made in France, c'est pas nouveau. La consommation locale, c'est pas nouveau. Les enjeux RSE non plus. Après, il y a peut-être des aspects qui sont un peu plus nouveaux, mais qui sont peut-être aussi conjoncturels. C'est la sensibilité au prix. Finalement, la crainte de la perte de pouvoir d'achat a une influence sur le consommateur par rapport à sa compréhension du prix. Justement, le consommateur, aujourd'hui, finalement, il est en train de dire j'ai pris conscience encore plus
pendant le confinement de certaines choses importantes. La pollution, tu as parlé du télétravail qui est aussi une transformation. Il y a voilà, donc la pollution, donc l'environnement, donc les sujets RSE, donc je veux consommer local, donc ah oui, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de produits qui venaient de Chine, donc moi je voudrais des produits qui viennent de chez moi. Tout ça, ça rabat un peu les cartes ou alors comment tu vois le truc? Ça Je va. pense que ça rabat rien complètement. Je rebotte en touche, c'est sans botter en touche et je répète ce qu'on dit, hein, c'est une accélération. Moi, je suis un grand partisan de ne pas aller créer les tendances. Enfin, j'admire les gens. J'admire les gens qui, depuis des années, arrivent à entraîner tout le monde et arrivent à nous entraîner, arrivent à m'entraîner. Ça, c'est génial parce qu'ils ont fait changer les mentalités sur le développement durable, sur le local, sur le RSE, sur plein de sujets. Ça, c'est sur les produits, mais ça pourrait être sur les autres tendances de fond comme la thérapie, le bien-être au travail, le coaching. Moi, j'admire ces gens-là. Alors, Le business, dans cet environnement, à mon sens, c'est dur de mélanger business et voilà ce que la société devrait être. Le business, pour moi, il arrive en accélérateur de tendance. Aujourd'hui, ce qui est génial, ce qui est incroyable, c'est que toutes les marques qui se lancent de produits se doivent d'être sustainable parce que les consommateurs le demandent. Donc, la demande est là, le consommateur en a envie et toutes les marques qui se lancent aujourd'hui sont responsables. D'ailleurs, elles sont d'ailleurs toutes un peu trop responsables sans vraiment l'être. Et on a un peu de greenwashing. ouais, de moins en moins, c'est Pour quand moi, ça même. va accélérer ça. Il y a de moins en moins Ouais, de greenwashing. Je pense que ça, c'est quelque chose je qui trouve qu'il y en a beaucoup. Non, mais d'accord, mais Mais moi j'aime bien voir les choses positives. Et de façon positive, il y en a quand même de moins en moins et il en reste malgré tout. Mais j'ai quand même une question à te poser par rapport à une forme de réalité économique face à laquelle on va tous se retrouver. Et, il y a un consensus pour dire qu'on est dans une récession, on n'est quand même pas face à des lendemains qui chantent. Il y a le chômage qui augmente, on l'a vu sur le mois d'avril. On peut s'attendre à ce que ça continue. Globalement, on sortira définitivement de sous la cloche en septembre, après l'été. Est-ce que finalement, la réalité économique, la réalité du portefeuille des consommateurs va pas rendre finalement cette sensibilité au prix comme un des critères principaux et qui pourrait venir effacer finalement les autres tendances structurelles? Je me fais un C'est peu une bonne l'avocat question du parce que diable, hein, non, non, volontairement. mais tu as raison, mais c'était le point sur lequel je t'ai pas répondu juste avant et je voulais revenir. Moi, c'est ma grande inconnue. Ma grande inconnue, c'est la sensibilité au prix. Euh, Pourquoi? Parce que je sais pas. Moi, je pense que les gens, et déjà, je suis pas devant. Alors, c'est la première chose, personne ne l'est. Et puis, j'ai quand même sûrement beaucoup moins de data que beaucoup de personnes. Je vois un petit peu ce qui se passe chez des grosses marques et chez des gros retailers aujourd'hui. Et puis aussi, chez pas mal de marques qui se lancent. Euh, je pense que le plus gros impact va être la diminution de la quantité d'achat. Ça, c'est mon humble pari aujourd'hui. Et je peux me planter. J'ai l'habitude de me planter, donc je serais pas étonné d'avoir faux. Moi, je pense que les gens vont consommer moins et vont consommer mieux. Donc, s'ils consomment moins, si leur budget diminue de 20% parce que la crise nous tombe dessus, ils auront peut-être, qui sait, un peu plus d'argent à investir dans leur t-shirt blanc pour qu'il soit durable, organique, sustainable, fait localement. Ça, je suis pas complètement sûr que la pression sur les prix sera là. Cependant, tout dépend de l'impact de la crise qu'on va se prendre. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même deux choses qui sont assez intéressantes, pour ne pas dire bizarres. Mais on sort de confinement, alors c'est peut-être encore très dur et dans les esprits de beaucoup de gens. Et je pense que ça l'est énormément. Et j'ai l'impression, c'est peut-être qu'on est français et très optimiste, malheureusement. Pour une fois, on est très optimiste. On a l'impression que tout est terminé. On a certaines discussions dans lesquelles on a l'impression, certaines, que c'est reparti, la conso est repartie à la hausse, on n'a pas de seconde vague, tout va bien, et on oublie de temps en temps qu'on peut se prendre une récession. Moi, ce que je sais, c'est que je pense que pas mal de gens vont se prendre effectivement une bonne désillusion en septembre, quand les effets des aides de l'État, on a quand même des plans de relance qui vont kick in, mais toutes les aides de soutien au salaire, etc., vont s'arrêter au fur et à mesure. Ce
qu'on voit aujourd'hui typiquement dans le e-commerce, c'est que sur certains secteurs et certaines boîtes, la performance s'envole pour une raison simple, qui est double, hein, qui est l'adoption du commerce en ligne, majoritairement boostée par le fait que les gens n'avaient pas le choix, et puis la diminution de ce qu'on appelle les CPM, les coûts par mille, sur l'acquisition du marketing, enfin sur le marketing, car plus d'audience et moins de gens qui font de la pub. Et puis ça va peut-être continuer à durer, cette baisse des coûts d'acquisition média sur l'été, parce que très souvent les annonceurs annoncent un petit peu moins sur cette période-là. Et puis en septembre, je pense que ça va être plus complexe. De là à se dire que les gens arrêteront de faire du sustainable du local, je suis pas sûr. Moi, ce que j'entendais l'année dernière, ce qui m'avait pas mal marqué, alors c'est une anecdote, mais les anecdotes par définition sont très très loin d'être la réalité statistique. Et j'ai entendu une fois, voire je crois 2 fois, des gens me dire en juin de l'année dernière, moi j'arrête de m'acheter des fringues avant 2020. Et je trouvais que c'était très révélateur d'une société qui a été très consommatrice. Alors je ne vais pas rentrer dans les débats de génération sur est-ce qu'on a pourri la planète, consommé comme des dingues et mal consommé pendant des années. Mais une société qui a été plutôt consommatrice pendant quelques années et qui se rend compte au fur et à mesure qu'effectivement, s'acheter 4 paires de chaussures, dont une qu'on mettra peut-être une fois, c'est pas hyper responsable. C'est d'autant plus pour ça que toutes les grosses enseignes, les groupes qui sont en plus avec un minimum de vocation responsable et ou de responsabilité envers leurs consommateurs se mettent à pousser la spécialisation du produit, l'aspect qualitatif, le conseil, l'information, le service. Génial, super transition sur la deuxième partie que je voulais évoquer avec toi, qui est justement sur l'adaptation du retail par rapport à ce nouveau contexte. Voilà, de manière un peu générale, pour eux, quels sont les enjeux marchés, opérationnels auxquels ils doivent répondre? Alors, je vais marcher sur des œufs hein, quand je vais parler de ça, parce que j'ai toujours un rôle assez paradoxal quand je parle du retail, venant d'une expérience de pure player. J'étais à une conf il y a 1 an et demi où on me demandait pourquoi on était meilleur que les retailers traditionnels en ayant mon thème. Et ma réponse était très simple, était qu'on a eu beaucoup de chance, nous, de se lancer avec une feuille de papier blanc à l'époque du e-commerce, avec énormément d'innovation technologique et pas tout cet héritage qu'il est souvent très dur de porter. Mais je trouve que les retailers, ce qui est très compliqué pour eux aujourd'hui, ce qui a été très compliqué pour eux pendant la crise du Covid, c'est que la plupart ont dû se refocaliser sur ce qu'on appelle le run et l'exploitation, sauver des coûts. Les retailers, il faut quand même se dire que les gros qui ont un historique de 50, de dizaines d'années, si ce n'est plus, ont réussi à tenir parce qu'ils avaient des bonnes règles de bonne gestion. Et donc ces gens-là, c'est évident, on coupe les coûts, on met les gens au chômage partiel, on essaie de préserver tout ça. Ils ont dû faire des choix. Moi, je l'ai vu chez les gens avec qui je discutais. Ils ont dû faire des choix. De temps en temps, ils ont dû se dire, écoutez, ces équipes-là, aujourd'hui, ne me servent pas à faire du business. Mon équipe content, mon équipe qui va faire du tutoriel, mon équipe de coach sportif, ne servent à rien, je pourrais les mettre au chômage partiel. Ils ont eu des grosses décisions à prendre en termes de mettre ces gens à l'activité au chômage et ou continuer à investir dans une période où le cash flow n'est plus là et on va taper sa trésorerie malgré les aides. Continuer à investir dans les projets d'avenir, continuer à investir en sustainabilité, continuer à investir en communautaire, et ça a été un gros challenge. Moi, je te disais que j'étais au téléphone juste avant ça avec Decathlon, et de leurs propres mots, comme ça a été le feedback de L'Oréal récemment, la crise a agi comme un accélérateur, un énorme accélérateur et un débloqueur, si tant est que ce mot soit français, de décision au sein des groupes. Decathlon te dira feedback, ouais, ça a été difficile parce qu'effectivement on a un business qui fait plus de magasins que de e-commerce, mais les consommateurs sont revenus hyper vite. On a investi tout ce qu'on pouvait pendant cette période-là pour garder le lien et créer le lien avec eux, et ça a accéléré de façon très très forte la transformation d'un modèle de vendeur de produits à un modèle de vendeur d'expérience sportive. Ça c'est un feedback qui est très vrai. Et pour pas mal d'acteurs autres, si tu te focalises sur le e-commerce,
ça a permis de débloquer énormément de décisions qui étaient très longues à prendre en interne. Donc là, en fait, tu es en L'évolution train des de sites dire que internet. finalement, les retailers ont gagné en agilité, en flexibilité Ouais, de mise en œuvre ah oui, opérationnelle. de très loin. Hmm. Et je dis pas que ceux à qui je parle l'ont fait. À quel coût le coût, il est dur à définir. À quel coût il y a forcément eu un énorme coût financier pour les groupes. Il y a un énorme coût psychologique pour les équipes. Parce que tu mets une équipe en chômage partiel. Je travaille avec Laura Merlin et on bosse sur ça, sur lesquels j'ai fait sortir une équipe du chômage partiel parce qu'on avait une super opportunité. Et comme on sait tous, hein, être au chômage partiel, ça faisait plaisir à personne, c'était des vacances pour personne, même ceux qui étaient au soleil. Donc il y aura un coup psychologique assez dur. Je pense qu'on va rentrer dans une phase d'été où en plus les gens se demandent s'ils auront des vacances ou pas de vacances. Ils n'ont pas été au travail, mais ils sont encore plus essorés que si ils n'ont pas été physiquement au travail. Ils sont quand même plus essorés que s'ils y avaient été. Et je ne sais pas à quel coup. Par contre, oui, en agilité, tout le monde a gagné. Et alors, comment tu perçois finalement l'intégration des différents canaux de vente digital et physique dans le retail? Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Avant qu'on enregistre, tu m'as raconté à quel point finalement Decathlon effectivement avait intégré ces notions-là. On a vu qu'il y a des retailers qui n'ont pas réussi. La liste des redressements judiciaires s'allonge de semaine en semaine. Est-ce que tu perçois ça également comme un enjeu dans les mois à venir d'imbriquer beaucoup plus les différents canaux de vente? Oui, imbriquer les canaux de vente, je pense que c'est pas vraiment un débat. Pour moi, l'omnicanal n'est pas vraiment un débat. Si tu veux, on en parlera, mais l'expérience d'un Made.com qui s'est lancé en pure player et qui derrière a développé des réseaux de communication sur pas mal de canaux, un showroom, une présence physique, du conseil et autres, te fait te rendre compte qu'il n'y a pas de, il y a pas de, vrai workflow, donc il faut un écosystème. Donc pour moi, l'omnicanal, pas de débat. Il y a eu deux choses sur cette période. Il y a eu une accélération de pas mal de choses, comme le drive. Hein. Et le drive, asseyons-nous, ce qui est très compliqué quand on met en place des choses comme ça, c'est l'exécution. Donc là, ça a forcé une exécution plus rapide, mais les gens le savaient qu'il fallait développer et pousser un drive. Les livraisons, les prises de rendez-vous en magasin, etc., tout ça va se lancer de façon beaucoup plus simple et maintenant, ces choses-là vont être à disposition des retailers pour améliorer leur expérience. Cependant, il y a quand même pas mal de choses qui restent en suspens et de grosses questions. Si vous parlez aux marques de luxe et de cosmétiques qui ont des boutiques, moi, j'en ai eu 3 qui m'ont juste comme tu t'envoies un WhatsApp qui te demande si tu as vu passer des solutions, des idées, des sujets pour répondre à toutes ces problématiques de je peux plus faire essayer mes crèmes à mes clients en magasin. Oui, je pourrais avoir des testeurs, mais les testeurs, c'est pas complètement sauté à l'île, vraiment. Donc, il y a pas mal de questions qui n'ont pas encore de réponse. Mais sur l'omnicanal, effectivement, ça a permis de pousser pas mal de choses. Hmm. Je suis pas sûr que ça réponde à la question. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis on a vu aussi, pour compléter tes propos, des transformations dans la supply chain avec les magasins qui viennent jouer les rôles de stock locaux Oui. pour détendre un peu justement les tensions qui pouvaient exister sur la logistique. Là, tu as quand même deux grosses choses qui sont poussées. Alors, je vais reprendre souvent les mêmes exemples, mais c'est pas ceux que je connais très bien. Puis ils sont publics. Quand vous avez vu Decathlon qui distribuait ses produits chez Franprix, c'est à la fois une solution opportuniste, une solution opportuniste parce qu'on en a besoin et parce que le client le demande, et puis un accélérateur de transformation d'un Decathlon qui aujourd'hui a décidé qu'il allait rendre ses produits beaucoup plus disponibles chez d'autres retailers et pas uniquement chez soi. Tu vois l'accélération de tendance. Ouais. Après, tu as un deuxième gros sujet qui se pose, qui est le local et la fabrication locale, etc. Et sur des modèles comme sur des petits ou sur des gros. Hein. Le problème des gros, c'est qu'ils souvent ils ont été en sous-stock au début d'année parce que crise de la supply en Chine car coronavirus, puis derrière crise de la demande sur stock,
Et puis tout d'un coup, comme ça démarre bien plus fort, qu'on l'avait imaginé, on a quand même pas mal d'enseignes retailers qui, depuis les annonces de jeudi, sont à plus 40%, plus 50% par rapport à l'année dernière. Ils n'ont plus de stock. Donc ces gens-là vont commencer à se reposer la question du comment est-ce qu'on est beaucoup plus flexible sur nos stocks, notamment dans des industries comme la fringue, où la question des capacités de prod, du pré-booking, des volumes à l'avance sont hyper importantes. Donc, mais pour ça, pour produire localement, je veux bien qu'on trouve des innovations pour de procédés, mais vous voulez produire en France, vous voulez produire en Europe, vous voulez produire des plus petites quantités et être beaucoup plus flexible, il faut monter les prix. Ouais, et on revient sur la question qu'on posait tout à l'heure sur est-ce que tu es prêt à payer plus cher quelque chose qui est local mais peut-être qui résiste mieux. Je continue notre conversation, Julien, sur justement la prise de parole. La prise de parole, ce que j'entends par prise de parole pour les annonceurs, pour les retailers, c'est quid de l'acquisition et de la fidélisation client. Comment aujourd'hui, finalement, dans ce nouveau paradigme, on peut s'adresser à ces consommateurs ou ces consommateurs futurs. Est-ce que ça aussi, c'est des sujets qui sont à l'ordre du jour parmi les contacts que tu as auprès des retailers? Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça qui est à l'ordre du jour ou si je réponds à côté ou si je suis pile dans la question, mais le communautaire, la relation client, la data client, ça, c'est complètement à l'ordre du jour. Sauf que la plupart des retailers traditionnels ont du mal à le faire. On a quand même une grosse partie qui a tué ses cartes de fidélité parce que ça fonctionnait plus, etc., etc., etc. Donc, il y a quand même des difficultés à intégrer tout ça, à faire marcher tout ça. Moi, ce que je vois, après on revient au basique, hein. Quand c'est la crise, focalise-toi sur tes clients actuels. Chouchoute-les, bichonne-les, fais-les revenir, vends-leur plus de choses et donne-leur plus de choses qu'ils reviennent te voir plus régulièrement et surtout qu'ils ne partent pas plutôt que de te focaliser à aller chercher d'autres clients. Ça, c'est un premier truc. Et la deuxième chose, plutôt qu'en termes de canal de communication pour aller en chercher d'autres, ce qui aujourd'hui est une énorme tendance, c'est le contenu. Le contenu et donc l'information. Chez les 4 personnes avec qui je bosse et puis chez les scale-up avec lesquels j'ai travaillé, devenir une marque de contenu, une marque d'information, une marque qui permet d'éduquer son client, c'est le plus important. Mon associé chez Made et cofondateur Ning Lee a monté, comme on en a beaucoup entendu parler, a monté en France, ils viennent de se lancer au UK, une marque de cosmétiques qui s'appelle Typologie. Quand on regarde ce qui est bien fait, ce qui est fait, c'est quand même extrêmement bien exécuté, mais un des trucs qu'ils font hyper bien, c'est le contenu. La dernière fois, j'en parlais avec des amis qui bossent dans cette industrie de façon traditionnelle, qui connaissent énormément et qui me disent la force de cette marque, une des forces de cette marque, c'est de redonner le pouvoir au consommateur, parce qu'on l'éduque. Et le consommateur, de plus en plus, au lieu de recevoir une newsletter qui nous dit écoutez, j'ai un moins 15% sur mon baume à lèvres, préfère recevoir une news qui lui explique comment marchent les huiles essentielles. Mais tu réponds exactement à la question, en fait, hein, Julien. Tu es pile poil dans la bonne réponse. Effectivement, c'est les sujets, et tu vois, je te l'avais partagé un peu en préparant cette interview. Finalement, quid du CRM? Et tu parles de la base client. Et finalement, c'est vrai qu'on entend souvent les témoignages de personnes dire moi, j'utilise mon CRM, je vais aller taper dans ma base de clients, je vais aller recommuniquer avec eux. D'une façon qui est effectivement beaucoup moins agressive qu'elle n'avait pu l'être avant. Et tu parles du contenu, c'est vrai que finalement, c'est un peu donner quelque chose au consommateur pour qu'il puisse s'en saisir lui-même. Exactement. Ça, c'est un énorme enjeu. En fait, la plupart des grosses marques, en revenant sur les retailers traditionnels, ont été tellement focalisés sur le run qu'on a oublié un petit peu d'en réinvestir sur le contenu, qui sont des choses sur lesquelles le ROI est quand même le ROI à très court terme est faible, enfin surtout est non traquable. Et pour investir en produits, en promo, en canaux, etc. Et ces gens-là, pendant la crise, se sont rendus compte qu'il était important d'aller le faire. Dans le bricolage, eh bien, les gens se sont mis à faire des cours gratuits de bricolage pour leurs clients, des tutoriaux, du contenu, etc., qui n'a pas forcément besoin d'être pricé. Donc, soit vous faites de la marge sur ces choses-là, soit vous le faites gratuitement pour réasseoir votre notoriété, pour rappeler à vos clients et ou leur dire « je suis le professionnel de ça,
Je suis la référence. Si vous avez une question sur comment vous changez votre ampoule, enfin, peut-être des choses un peu plus techniques que ça, venez chez moi, je sais comment faire. Et puis d'ailleurs, la prochaine fois, vous penserez naturellement à venir acheter vos produits chez nous. Ça, c'est une tendance qui s'est énormément accélérée pour 2 raisons. Un, les gens étaient derrière leurs écrans à s'emmerder et avaient besoin de conseils sur pas mal de sujets. Et 2, c'est pour une enseigne qui a, je sais pas moi, une enseigne qui a 100 magasins, déployer des initiatives, pour la plupart des initiatives et des services que vous voulez déployer, c'est compliqué parce qu'il faut les déployer de façon nationale. Le local, c'est quand même compliqué à scaler, mais déployer un tutoriel de cours de cuisine, un tutoriel de cours de beauté, un tutoriel de cours de bricolage avec une newsletter de contenu de façon nationale sur toute votre audience, ça vous demande quoi? Une personne qui écrit du contenu tous les jours, une personne qu'on filme en vidéo tous les jours et un studio. Et donc, c'est pas si compliqué. Et ces gens-là ont pu aller développer du service, développer de la notoriété de savoir-faire auprès de leur audience, d'ailleurs, sans avoir besoin d'avoir recours à énormément de prestataires qui le faisaient à leur place, en gardant l'ownership. Bah, écoute, Julien, merci beaucoup pour ton partage, ton analyse. Merci d'être venu discuter au micro des enjeux et des perspectives du retail en France. Ça a été, je crois, très, très enrichissant. Merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Et merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous pouvez m'envoyer un message ou me contacter sur le site lesdigitaldoers.com. À bientôt, Julien. Merci à tous. À bientôt. Salut.